Heureux de pouvoir intervenir ici depuis la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est notre volonté commune de pouvoir reprendre des communications normales qui avaient été interrompues avec l'épidémie de Covid-19. La coopération des Nations Unies est particulièrement importante aujourd'hui quand on voit le nombre de problèmes à l'ordre du jour qui ne cesse d'augmenter. La gamme de menaces ne cesse de s'étendre. On voit la loi du plus fort s'imposer partout contre Pour la Russie, il est évident que la volonté de résister aux défis correspond à la nécessité d'appliquer le droit international et notamment la charte de l'ONU. L'organisation internationale doit jouer sur l'arène internationale un rôle de coordinateur principal et en révélant le potentiel de multipolarité universelle et de légitimité. Ces derniers temps, nous observons la volonté de réduire le rôle de l'ONU et de la repousser au deuxième plan pour l'utiliser simplement comme un outil. Il y a ce qu'on appelle l'ordre reposant sur des règles que les pays occidentaux cherchent à imposer dans le discours politique contre le droit international. Rappelons-nous que la charte de l'ONU, c'est la somme justement de toutes les règles qui existent. Et ces règles qui ont été validées par tous les pays. Tout cela doit s'appuyer sur les plateformes internationales de discussion et en premier lieu ici. Quand on commence à faire des discussions en privé, en contournement de l'organisation internationale, on n'a pas de légitimité internationale. Et on voit les pays occidentaux qui voudraient exclure de ce processus de solution mondiale, exclure ceux qui ont un autre point de vue. On a vu l'Allemagne et la France déclarer leur volonté de créer une alliance des multilaéralistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce n'est pas justement la mission de l'ONU? Et ces deux pays ont considéré que l'ONU était pleine d'un trop grand nombre de conservateurs qui cassent les avantages de ceux qui proposent l'avant-garde, justement. Un exemple récent, c'est l'idée promue par les États-Unis de faire un sommet des démocraties, où évidemment, c'est eux qui définissent quels sont les pays qui peuvent être démocratiques. Donc, c'est une nouvelle croisade qui est lancée ici, qui se fait sur le fond de la déclaration récente de Joe Biden disant que les États-Unis veulent cesser de diviser le monde en blocs s'affrontant. Mais en réalité, ce sommet des démocraties séparerait le monde entre amis et ennemis. On voit aussi la priorité de la démocratie dans les relations avec les autres partenaires que Washington tient à définir de façon exclusive. Et dans les relations internationales, les États-Unis ainsi que leurs alliés perdent de leur intérêt pour cette discussion, puisque personne ne peut porter atteinte à l'autorité de l'OTAN et de l'Union européenne. Telles sont les règles. Nous espérons que les États-Unis renonceront effectivement à utiliser la force pour changer les autres pays comme ils ont l'habitude de le faire. Donc cet ordre établi sur de nouvelles règles se base sur des doubles standards. Et quand c'est avantageux pour les pays occidentaux, les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU ne sont pas respectées. Ça a été le cas lors de la formation par la force du Kosovo, territoire qui a été arraché à un État européen, en l'occurrence la Serbie. Personne n'est troublé par le fait que les Maldives, qui se situent à 12 000 km de la Grande-Bretagne, sont toujours sous le contrôle de Paris et de Londres. Et on voit, à l'encontre des décisions de l'ONU et du tribunal international, des dispositions coloniales qui s'établissent.
Et toute cette démarche a fait que la libre volonté des habitants de Crimée, lors du référendum de 2014, n'a pas été écoutée. La raison en est simple. On a considéré que les habitants de Crimée on a oublié que les habitants de Crimée cherchaient à se protéger des radicaux qui avaient fait un coup d'État en Ukraine. On voit toujours les États-Unis maintenir des embargos archaïques, des embargos commerciaux archaïques à l'encontre de Cuba, du Venezuela, de Nicaragua et continuer à pratiquer l'ingérence dans les pays. La mise en œuvre de ces mesures restrictives unilatérales sape l'action du Conseil de sécurité et va à l'encontre des appels du secrétaire général de l'ONU. Dans ce nouveau monde qui se dresse, on voit des volontés de réécrire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons rappelé, la Russie a rappelé qu'il ne faut pas tolérer d'héroïsation du nazisme et d'oublier le rôle libérateur de la Russie dans l'Europe contre la peste brune. Cette imposition d'ordre fondée sur des règles au lieu du respect du droit international est dangereux. Les derniers événements ont montré que ces règles volontaristes peuvent s'appliquer au sein même du camp occidental si un pays devient trop indépendant. En tout cas, les médias dans le monde ont ainsi apprécié la question de la livraison de sous-marins français à l'Australie. Et ça a été une réaction sur l'autonomie stratégique de l'Europe et ces discussions ont été réactivées après le retrait des forces américaines d'Afghanistan. Nous sommes convaincus qu'il est temps de tirer des leçons des conséquences des décisions qui ont été prises et qui sapent l'architecture de sécurité dans le monde et toutes ces garants de sécurité qui avaient été placés. Donc, la communauté internationale doit s'unir pour lutter et éviter ensemble toute confrontation et résoudre ensemble de concert les défis qui se posent aujourd'hui. Encore une fois, les plateformes privilégiées pour cette discussion, c'est l'ONU et son Conseil de sécurité qui le faut aujourd'hui adapter aux réalités d'un monde multipolaire en étendant sa composition aux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Ces efforts de résolution collective et d'action collective ça fait partie des responsabilités de l'ONU. Et le président Poutine a proposé justement de réunir une sorte de G5, c'est-à-dire des membres permanents du Conseil de sécurité. Le dialogue qu'il y a eu entre la Russie et les États-Unis à Genève a permis de montrer que s'il y a une véritable bonne volonté, on peut travailler ensemble pour, par exemple, assurer la poursuite du traité New START, c'est-à-dire de réduction des armes stratégiques, sans aucune condition. La volonté commune qui a été déclarée des présidents russes et américains de l'attachement au principe d'éviter une guerre nucléaire dans la mesure où il ne pourrait y avoir de vainqueur dans un tel cas. Il y a d'autres questions de stratégie, de stabilité stratégique qui sont importantes. Il y a le traité sur les forces nucléaire à portée intermédiaire qui suppose ici la restriction du déploiement des armes sur le terrain avec l'interdiction de les installer dans des zones où les armes de l'autre côté ne sont pas installées. Donc nous demandons de mettre en place des moratoires avec un système de vérification. Parmi les nouveaux défis et menaces qui se posent aujourd'hui,
aujourd'hui, il y a la militarisation d'Internet, il y a la course au cyberarmement. Et la Russie se prononce pour la validation par la voie de l'ONU des critères de sécurité internationale. Ce ne sont pas des critères spéciaux, mais au contraire, ils doivent être universels, qui doivent pouvoir répondre à toute préoccupation. C'est sur cela que sont orientées nos initiatives, notamment en matière de sécurité de l'information et en faveur d'une convention universelle de lutte contre la cybercriminalité. Il y a aussi la question de la militarisation de l'espace. Nous considérons que c'est une tendance dangereuse qui se manifeste de plus en plus. Le projet russo-chinois d'accord en ce sens est toujours sur la table des négociations à la conférence de désarmement à Genève. La Russie se prononce régulièrement en proposant des initiatives sur d'autres problèmes. Aujourd'hui, par exemple, 20 ans après les horribles attentats de New York, l'appel du président Poutine est plus actuel que jamais. C'est cet appel à agir sans double standard sur l'arène internationale. Nous attendons des réactions à l'initiative russe de convention de lutte contre les armes chimiques et le terrorisme biologique. Toutes les parties intéressées peuvent aujourd'hui trouver une solution pour résoudre les problèmes régionaux. En Afghanistan, en Syrie, en Libye, dans d'autres points chauds, il faut que tous les acteurs soient attentifs aux spécificités culturelles et civilisationnelles des sociétés. Il faut refuser la militarisation de l'aide humanitaire, aider à la reconstitution des organes de pouvoir et des structures de l'État qui comprennent toutes les dimensions ethno-confessionnelles et politiques des pays. Sur la base de cette approche, la Russie a lancé des formats de discussion tels que la Troïka étendue, le format de Moscou, le processus d'Astana, avec, pour la Syrie et pour la Libye, la volonté d'établir un dialogue national représentatif. Ce qui se produit aujourd'hui au Proche-Orient, notamment, il y a la question du conflit israélo-palestinien et, encore une fois, nous proposons, dans le cadre du quartet de discussion qui avait été lancé, de mettre en place ce système de double État. Nous sommes pour l'activisation donc de ce quartet de discussion et qui pourrait agir avec la Ligue des pays arabes. La Russie apporte une grande contribution à la normalisation des relations entre l'Iran et ses voisins arabes, et notamment en faveur de la reprise totale de la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Cela pourrait être une bonne base pour la stabilisation et la paix dans le Golfe Persique. Et on peut utiliser pour cela les documents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU. Dans le contexte de la recherche des solutions sur les crises régionales, la Russie est prête à faire part de son expérience en matière de résolution dans les conflits entre les civilisations, les religions et les cultures. Nous attendons des résultats concrets de la conférence mondiale sur le dialogue interconfessionnel et interculturel qui se tiendra à Saint-Pétersbourg du 16 au 18 mai 2022. Il y a aussi la dimension très importante de l'action humanitaire ici. Il faut éviter de faire de ces domaines des jeux géopolitiques. Le Covid-19 est notre ennemi commun. Nous soutenons la reconnaissance de tous les vaccins qui ont été validés au niveau des organes nationaux. C'est le plus important pour les citoyens de tous nos pays aujourd'hui. Il ne faut pas affaiblir nos efforts en matière de viser des objectifs de développement durable à l'horizon 2030
Et donc, il y aura une décision qui va être prise au niveau du sommet de l'ONU. Nous sommes pour que l'ONU propose aussi des solutions en matière de protection de l'environnement avec une prise en compte des réalités sociales et économiques. Autrement, il sera difficile de mobiliser tous les pays pour parvenir à des résultats sur le plan climatique. Toutes les structures qui peuvent avoir un effet sur la gestion mondiale en matière de sécurité, en matière d'environnement, tous ces efforts doivent être consolidés, autant avec les anciens acteurs qu'avec les nouveaux. Il y a aussi d'autres formats de discussion, comme les BRICS par exemple. Il y a l'initiative mondiale dans le domaine du développement du président Xi Jinping par exemple. La Russie, avec ses partenaires et avec ses alliés, soutient le renforcement de ces alliances par réseau, qu'il s'agisse par exemple de la CEI, de l'Union économique eurasiatique, de l'OTSC, de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et tout cela correspond à l'initiative lancée par le président Poutine de travailler sur l'ensemble de l'espace eurasiatique en incluant l'ASEAN. L'aspect régional du développement dans le monde devient de plus en plus déterminant. Est-ce que nous serons capables de prendre la bonne direction pour travailler entre les régions sans esprit de compétition? Quelle zone est la plus importante, l'Europe ou l'Asie, l'océan Pacifique ou l'océan Indien? Ce qu'il faut ici, est-ce qu'il faut peut-être créer une Union européenne de l'Amérique latine? Pourquoi faire de l'Afrique une zone de confrontation? La charte de l'ONU contient le chapitre 8 qui parle justement du traitement des questions régionales. Et là, on doit unir justement les efforts de l'ensemble des pays qui sont impliqués. Nous sommes tous dans le même bateau. Et notre intérêt commun, doit nous permettre d'agir sur la politique internationale pour le bien de tous les peuples, de toute l'humanité. C'est la mission de haute valeur de l'Organisation des Nations Unies. Préserver les générations actuelles de la guerre, des maladies, de la faim et construire un avenir démocratique, stable et de paix pour tous. En conclusion, je propose un nouveau mot dièse. Nos règles, la charte de l'ONU. I thank the Foreign Minister of the Russian Federation for his statement. We have heard the last speaker in the general debate for this meeting. The 15th plenary meeting to continue with the general debate will begin at 3 p.m. The meeting is adjourned.